Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le Saré. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui pourrait paraître banal et qui pourtant porte une certaine importance. Nous parlons du port du voile. Les porteuses du voile disent être accablées, d'être victimes de stigmatisation. Et nous irons en deuxième partie à la rencontre des vendeuses de viande de brousse. Pourquoi? Eh bien parce que la panique se crée avec l'arrivée de la fièvre Ebola et donc toute l'information qui tourne autour, pas l'arrivée au Cameroun bien entendu, mais la rumeur qui a couru dans les rues de Douala. Nous terminerons avec une femme de poigne qui est elle. Elle est détentrice d'une laverie. Elle s'y exerce personnellement. Et voilà le menu de notre émission aujourd'hui. Bonjour ma très chère. Ma très chère, bonjour et bienvenue à vous qui nous regardez sur Canal International. Comme l'a souligné tantôt Clarence, nous allons parler bien sûr du port du voile et surtout de la perception populaire. Voilà qui est dit, c'est notre sujet du jour, le sujet principal. Nous revenons à notre invité dans un instant. Notre invitée, c'est Adja Kadidja. Elle est la présidente de l'association Princesse Kadidja. Justement, nous en parlions. Bonjour. Bonjour Clarence. Bonjour. Bonjour Adja Kadidja. Alors, les femmes musulmanes disent être victimes de stigmatisation. La situation est-elle préoccupante? La situation n'est pas préoccupante au niveau macro, si je puis dire, mais au niveau micro, au niveau individuel, la situation est préoccupante. Donc, vous prévenez une catastrophe? Qu'est-ce qui se passe? Prévenir vaut mieux que guérir. Et avec ce qui se passe dans certains pays occidentaux où on se permet de stigmatiser les femmes porteuses de voile, vous savez que très souvent dans nos pays africains, c'est du copier-coller. Alors, il est hors de question que l'on copie ce qui se passe notamment en France par rapport au port du voile pour le pratiquer ici. Parce que le Cameroun est un pays laïque et où toutes les religions sont respectées et se doivent d'être respectées. Par conséquent, il est hors de question de continuer ou de vouloir stigmatiser certains faits. Ça veut donc dire que chez nous, les femmes voilées n'ont aucun souci? Certaines femmes voilées ont des soucis. Est-ce que c'est une minorité, une majorité? Est-ce que vous pouvez quantifier? Non, je ne peux pas quantifier parce qu'il aurait fallu que je fasse une descente sur le terrain et faire des statistiques, etc. Mais je peux dire, en gros, avec les cas que j'ai eu à ma connaissance, que l'on a porté à ma connaissance, qu'il y a eu des cas. Moi, personnellement, j'ai été victime plusieurs fois de cet état de fait, ce qui m'a valu à une certaine époque de rater certains jobs. Voilà, parce que je portais le voile. Et pas plus tard encore qu'il y a 3-4 jours, il y a une jeune étudiante qui a un Master 2 en comptabilité finance qui nous a rapporté cela. Elle n'a pas pu se faire embaucher dans une grande société de la place, tout simplement parce qu'elle portait le voile malgré son très bon dossier. Mais est-ce qu'on va dire qu'il y a une recrudescence de la situation? Ça diminue. Est-ce que vous pouvez vous dire que depuis un certain nombre d'années ou un certain nombre de temps, les gens rejettent de plus en plus les porteuses du voile? Les gens, oui. Les gens, je ne vais pas généraliser, mais grâce à une certaine presse occidentale qui cherche absolument à uniformiser le vêtement occidental dans lequel ils ne veulent pas de voile. Bon, cette presse occidentale-là fait tout ce qu'elle peut pour formater les têtes des gens à accepter ce qu'ils veulent, leur façon de voir. Or, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Donc, nous sommes contre cela. Au Cameroun, il y a des poches, il existe, il faut le reconnaître, il existe des poches de refus du port du voile. Et c'est pour cela que nous tirons la sonnette d'alarme afin que cet état de fait-là n'arrive pas de façon... Avez-vous identifié ces poches? Moi, je ne peux pas citer de nom. En privé, je pourrais vous citer des sociétés, puisque moi-même je suis un échantillon de cela. Tout à fait. Voilà. Donc, en privé, je pourrais très bien vous citer
des noms de sociétés. Je pourrais vous citer des noms de personnes individuelles qui m'ont même dit à moi, oui, oui, mais je n'aime pas les musulmans, je n'aime pas le voile. Bon, vous savez. Alors, on parle du voile qui se porte également chez les chrétiens. Ah oui. Est-ce qu'ils subissent le même sort que les musulmans, ou je veux dire les femmes musulmanes? Bah, ce qui est bizarre, c'est que, d'abord, pas ce qui est bizarre, il faut que les gens sachent que le voile n'est pas né avec l'islam. La Sainte Vierge, Sainte Mariam, alayhi salam, paix sur elle, elle a toujours porté le voile. Personne n'a connu de quelle couleur étaient ses cheveux, sauf lorsqu'elle était petite fille. Les sœurs chrétiennes portent le voile. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et qu'est-ce qui dérange par rapport au voile musulman, alors que c'est la même chose? Le voile a toujours existé, que ce soit dans la Perse antique, que ce soit chez les Juifs même, et le port du voile chez les Juifs, chez les Perses, était encore plus strict que ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, la symbolique du port du voile, quelle est-elle? C'est la question que nous nous sommes posée et à laquelle nous avons essayé de répondre dans ce reportage. Le voile est un habit religieux qui revêt une grande signification pour la communauté musulmane. Aujourd'hui, si le vêtement est frappé de stéréotypes négatifs, à l'origine, il en était autrement. Tous nos ancêtres religieux, dans tous les grands domaines, ont toujours porté des voiles. Si nous partons au Christ, fils de Marie, il était toujours voilé. Marie, Abraham, tous les autres étaient toujours voilés. C'était pourquoi? C'est pour donner le respect de soi-même. Et pourtant, le cas de rejet existe. Les femmes n'ont pas se voiler le visage. Parce que c'est un pas en se voyant le visage que ça veut dire qu'on se cache ou bien on se couvre trop. La pratique de la culture religieuse aidant, les musulmans pensent qu'une meilleure information faciliterait l'acceptation. Le voile dans l'islam, c'est un habit que les femmes portent qui doit couvrir leur corps et ainsi que la forme de leur corps. Et cela, bien sûr, a pris différentes formes au fil des âges et au fur et à mesure que les différentes cultures dans le monde s'adaptent. C'est ainsi qu'on peut trouver au Pakistan un habillement de femme qui est d'une certaine culture. On va trouver en Afrique les pagnes et les autres choses. On va trouver en Europe parfois des pantalons amples avec des par-dessus. Et on va trouver au pays arabe de burqa et beaucoup d'autres choses. Le voile préserve donc la femme, la protège et entraîne chasteté et sérénité. Le voile se porte lorsqu'il y a possibilité d'être vu par quelqu'un qui n'est pas mahram. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas de sa proche famille. C'est-à-dire, d'une autre manière, une personne qui peut marier la femme. Cela exclut donc son père, son frère et des gens comme ça. Protéger la femme contre la perversité des hommes, pour beaucoup, vaut mieux s'y prendre tôt. Les femmes mariées comme les petites doivent porter les voiles, c'est nécessaire pour nous. C'est déjà un truc comme la tradition. On a habitué les enfants dès étant petits, quoi. Voilà, même celle-ci, elle a la voix. C'est quelque chose d'important. C'est vraiment l'islam, ça prouve que nous sommes de vrais musulmans, quoi. Il faut qu'une femme doit être décente avec la voile. Pour ceux qui se demandent si une femme musulmane peut se dévoiler à l'intérieur du domicile conjugal, dans l'islam, la femme se maquille, elle met le mini-jupe, elle porte le G-string, elle fait toutes ces choses pour son mari dans la maison. le voile, le rappelle-t-on, n'est pas un signe de soumission ou de domination masculine. Ce que nous retenons, c'est que chez les musulmans, la femme porte le voile dès son plus jeune âge. Certains ont parlé de 3 ans, d'autres 7 ans, d'autres, je ne sais pas moi. Alors finalement, c'est quel âge? Quand vous voyez une petite fille de 3 ans ou de 7 ans avec le voile, c'est juste pour qu'elle s'y habitue. Mais sinon, l'âge légal, c'est l'âge de la responsabilité
de la petite fille qui commence à 9 ans, parce qu'à 9 ans, une petite fille est susceptible déjà d'avoir ses règles, ses menstrues. Donc, et la petite fille étant donc plus mature que le petit garçon, l'âge de responsabilité chez le garçon commence à 13 ans. Voilà. Donc, normalement, la petite fille doit commencer à porter le voile dès l'âge de 9 ans. Mariée ou pas? Bien sûr, ce n'est pas un symbole de mariage, le voile. C'est un acte de foi. Ah d'accord, j'allais en venir, c'est quoi exactement? C'est pas parce qu'on porte le voile que l'on est marié. Ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est un acte de foi. Le voile a été institué de façon divine en matière d'islam pour protéger la chasteté de la femme, pour protéger son, comment je peux dire, pour être modeste et protéger sa chasteté. Voilà. Par opposition à ce que vous voyez aujourd'hui en Europe, là où la femme s'expose et tout ça, non, l'islam ne demande aux femmes de ne pas s'exposer. De ne pas exposer les membres. De ne pas séduire, si vous voulez dire. Oui, parce que, vous savez, Dieu a créé la femme avec beaucoup de choses. La femme est un être très particulier. Donc, s'exposer comme ça, c'est, comment je peux dire en langage un peu... Est-ce que vous pensez à Jack Khadija? C'est se vendre moins cher, comme vous pensez que vous, tel que vous êtes vêtue là, vous êtes voilée, que vous n'êtes pas séduisante, par exemple? Je peux être séduisante, mais chez nous, musulmans, la beauté physique n'est pas l'élément sur lequel il faut juger ou qualifier quelqu'un. C'est la beauté spirituelle, la beauté intérieure. C'est ça qui prévaut. Or, chez les Occidentaux, c'est d'abord la beauté alors, quand vous le dites comme ça, est-ce que vous généralisez? Est-ce que vous vous dites que même les non-musulmanes devraient arborer le voile? Est-ce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure que le voile n'a pas son origine avec l'islam. Oui. Ça existe bien antérieurement à l'islam. Lors de la 3e journée mondiale du port du voile que nous avons fait dernièrement, où nous avons eu plus de 1200 participantes, hommes et femmes, hein, les dames ont compris, les hommes également ont compris, avec les pasteurs, les prêtres et les imams qui étaient là, devant les autorités, ils ont très bien compris que le voile n'est pas qu'une affaire musulmane. C'est une affaire de religion. Mais alors, quand vous en parlez, on a un petit ressentiment, on a l'impression qu'il y a également de l'extrémisme là-dedans. Pourquoi? Qu'est-ce que vous appelez extrémisme? Il ne faut pas mélanger l'intégrisme et l'intégrité. Il y a une différence radicale entre ces deux termes. Hein? L'intégrité, c'est-à-dire je veux être intègre à ma religion, je veux être intègre par rapport à ma façon de pratiquer ma foi, ma façon d'être, suivre les enseignements prophétiques qui sont les enseignements divins. Par conséquent, je me voile, je m'habille, donc de façon, je me couvre de la tête aux pieds, je ne porte pas de vêtements moulants pour sortir avec. Ça ne veut pas dire que les vêtements moulants sont interdits. Non. D'accord. Les vêtements moulants, oui, donc ils ne sont pas interdits, mais ils ne sont pas interdits à condition de ne pas s'exposer avec. Parce que quand on parle d'exposition, ça fait partie donc des jeux du couple, je dis bien couple légal. Donc, vous pouvez vous habiller comme vous voulez pour plaire à votre époux, pour plaire à votre conjoint. Vous comprenez? Alors, si on comprend dans vos bien, 5,50 m, à partir du moment où vous sortez de vos 5,50 m, couvrez-vous pour ne pas devenir un objet de convoitise pour un autre homme. Je pose une question peut-être un peu banale, triviale. Donc, on peut être sexy, mais dans la maison. Bien sûr. Pourquoi vous allez être sexy? Donc, on peut porter un matelot en tant que musulmane, porter un matelot dans la maison? Oui. D'accord. Oui, c'est bon à savoir. Tout à fait. Moi j'avais plutôt une question qui sort juste un peu de ces cadres-là, parce qu'on parle du voile comme étant quelque chose qui protège même le corps de la femme, qui l'empêche de pouvoir, si on veut l'expression, exciter les hommes et tout. Est-ce que les femmes musulmanes ne se font pas violer comme les autres parce qu'elles n'exposent pas leur corps finalement? Mais est-ce que ça n'arrive pas? Est-ce que finalement le voile les protège des viols? Le voile, c'est pas que le voile protège du viol, mais le voile impose le respect.
Le voile impose le respect. Un homme qui s'adresse à une femme voilée, une femme non voilée, vous analysez, l'attitude ne sera pas forcément la même. Ah ben, il faut qu'il sache déjà ce que c'est que le voile en même temps. Quand il voit une femme voilée, vraiment ça impose le respect. J'ai parlé tout à l'heure de protection de la chasteté, de protection de son humilité, de sa modestie. Donc on n'a pas besoin d'être ostentatoire dans l'exhibition de son accoutrement. On peut s'habiller, se couvrir de bijoux et tout. Donc c'est 5,50 m. Alors, on va parler justement de cela tout à l'heure, parce qu'en France, on parlait des signes ostensibles ou signes ostentatoires. Et donc, ça commençait à être compliqué. On ne savait plus exactement où on se trouvait. On va parler des cas de discrimination, ma très chère. Oui, les femmes violentées parce qu'elles ont porté le voile, les femmes stigmatisées, les femmes qui ont subi certaines violences, simplement parce qu'elles auraient mis le voile. On en parle dans ce reportage. Le port du voile ne trouve toujours pas un écho favorable d'un point de vue populaire. Une pure ignorance selon quelques fidèles musulmans. Ceux qui rejettent le voile, c'est parce qu'ils ne savent pas la valeur de ça. En islam, une femme doit porter ça. C'est normal, c'est logique. En effet, les femmes musulmanes subissent quotidiennement des violences à cause de leur voile. Je suis partie au village, il y a un policier qui nous a interpellés. Il est entré dans le bus, il m'a vu voiler. Il m'a vu un genre, il m'a demandé comment vous avez porté le voile, pourquoi madame? J'ai dit mais ça c'est quelle question? Moi je suis née musulmane, je suis musulmane. Le voile on porte ça à partir de 7 à 9 ans. J'ai commencé à porter ça à 7 ans, c'est même pas maintenant que c'est même pas que tu es marié avant que tu portes le voile. Tu commences à porter le voile dès 7 ans, 9 ans. En allant, tu dois t'habiller, tu te voiles le corps. Parce que le corps, ce n'est pas bien à exposer. Parce que quand tu exposes un corps, même si c'est un enfant qui te voit, il va penser à autre chose. La deuxième fois, c'était pour ma fille. Comme elle aussi, elle m'a vu porter le voile, elle aime porter le voile. Elle était allée composer, un pasteur lui a demandé d'enlever le voile. J'ai vu une sœur en portant du voile qu'on lui poursuivait. Bon, elle a fui. Bon, moi aussi, je me suis retirée. Cet homme, pour sa part, garde un souvenir douloureux à ce propos. Elle était rentrée du marché central comme il était Bayam Salam. Bon, on a essayé de la menacer en chemin que c'est là sur la tête. Il dit que mais elle est bamoune, bon, elle est musulmane, elle doit porter ça. On dit que non, ça n'existe pas au Cameroun, ça existe dans les pays arabes. Nous ne sommes pas au pays arabe ici au Cameroun. Être persécuté pour avoir porté le voile est pour certaines une véritable source de malaise. On se sent mal à l'aise, tu te sens mal à l'aise parce que quand on te demande même déjà d'enlever le voile, tu es mal à l'aise parce que tu n'es pas habitué de rester sans voile. Tu n'es pas habitué, ça te met mal à l'aise. Cette nuit, elle n'a pas dormi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais vu ça depuis son bas âge. Elle n'a jamais vu ça depuis son bas âge. Elle est née musulmane, elle est née voilée, elle a commencé à porter ça à l'âge de 9 ans. Parce qu'elle a même vieilli. Pour l'imam, la situation est préoccupante et tire son origine d'ailleurs. Dans ce monde, il y a beaucoup de maladies. Il y a de vraies maladies et de fausses maladies. Parmi les fausses maladies, il y a cette maladie psychologique qu'on appelle homophobie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui détestent les homosexuels. Ça, ce n'est pas une maladie. Et il y a maintenant une autre maladie, vraie, qu'on ne veut pas reconnaître, qui est l'islamophobie. Ça veut dire que les gens qui détestent les musulmans, il y a même des pays dans le monde où on a essayé de légiférer, de passer des lois pour interdire le voile. Pourquoi? Parce que lorsque la femme musulmane porte son voile, ne serait-ce que par le fait d'avoir porté le voile, et marche dans la société, ça véhicule un message. Pour parler de ce rejet, la petite compréhension que j'ai de ça, elle est très simple. Il s'agit d'une intoxication médiatique. L'intolérance au port du voile reste perceptible. Il importe donc de trouver des voies et moyens pour y faire véritablement face. Alors, des femmes violentées à cause du port de leur voile, on en parle. Oui. C'est vrai, c'est le sujet du jour. Mais est-ce que vous en avez vu? Bien sûr que j'en connais. Beaucoup?
C'est relatif, hein, mais cela existe. À partir du moment où il existe un seul cas, c'est un cas de trop, qui ne devrait pas exister. Donc, je n'ai pas besoin de compter combien de cas il y a. Si dans mon petit environnement, il en existe déjà une dizaine, c'est énorme. Alors, vous évoquiez les mini tout à l'heure, des vêtements courts, en disant que c'était ostentatoire. Justement, ailleurs, on estime que porter le voile est ostentatoire ou ostensible. Du moins, c'est dans ce sens-là. De deux choses l'une. Vous préférez qu'une femme marche nue, expose toutes les parties de son corps, ou bien qu'une femme soit couverte un minimum par respect, par pudeur pour ce qu'elle est en tant qu'être humain? Répondez-moi aussi. Je ne peux pas répondre à votre question. Dites-nous. Pourquoi? Ici, je pense que c'est nous qui posons les questions. Alors, finalement, est-ce qu'on doit considérer que le voile est ostentatoire ou pas? Parce que, est-ce que ça ne dépend pas des contextes? C'est la question que je voulais vous poser. Vous savez, le voile a été institué par Dieu. Il a été recommandé par Dieu. Je ne suis rien du tout pour aller discuter ce que Dieu a dit et que son prophète nous a transmis. Parce qu'il n'appartient à aucun croyant ni aucune croyante de discuter ce que Dieu a légiféré et que son prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous a transmis. Donc, je ne suis pas là pour critiquer le port du voile parce que je ne suis pas là pour ça. Je ne peux même pas, que Dieu m'en préserve. Alors, on parle donc du port du voile comme d'une affaire divine, c'est ce que vous êtes en train de souligner. Depuis quand vous enregistrez... Un acte de foi. Oui. Depuis quand vous enregistrez des reprobations, c'est ça? Voilà, si je ne prends l'exemple que sur moi-même, je suis rentrée au Cameroun il y a 25 ans à peu près. Oui. Il y a à peu près 25 ans. Et je cherchais du travail. J'avais tous les diplômes requis, puisque je suis titulaire d'un DESS en gestion en management, donc avec option sur le commerce international et le marketing. Mais dans 4 sociétés où j'ai postulé, ces 4 sociétés m'ont épinglé parce que je portais le voile. Et on vous l'a dit en quels termes? Il y en a 2 où on me l'a dit de façon claire et nette. De façon très ouverte. De façon très ouverte. Vous avez le voile, vous voilà. Pouvez pas être... Et puis, bon, les autres, on est bon, d'accord. Vous portez toujours le voile, c'est très joli, oui, mais... Donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Comment on se sent quand on reçoit ce genre de remarques? Ben, on se sent vexé. On se sent vexé parce que personne n'a le droit de me dire comment je dois pratiquer ma foi. Surtout même quelqu'un qui n'est pas musulman. Donc, quand dans ma religion, il est dit que je dois me conformer au code vestimentaire de ma religion, personne n'a le droit de venir me dire le contraire. Donc, on se sent vexé, on se sent touché dans sa foi et c'est très blessant. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec la recrudescence des exactions de Boko Haram, vous avez peur qu'il y ait justement cette montée de répulsion à l'endroit des quand on voit l'image que ces gens de Boko Haram ont envoyée, d'abord, ces Boko Haram qui se disent musulmans ne sont pas musulmans, parce que les actes qu'ils ont posés sont des actes anti-islamiques. Point de contrainte en matière de religion. C'est Dieu qui l'a dit dans le Saint-Coran. Vous comprenez? Donc, prendre des jeunes filles et leur mettre le voile comme si c'était une camisole de force, ça fait que les gens qui ont déjà des a priori sur le voile, ils vont dire, voilà, on avait bien dit, alors que ça n'a rien à voir. Ça veut dire que c'est volontaire le port du voile? Le port du voile est absolument volontaire pour celle dont la foi lui permet de comprendre qu'elle doit volontairement porter son voile. Je crois que je me suis fait comprendre. Tout à fait. Alors, on va regarder ce reportage. Il est porté sur comment combattre l'intolérance. Parce que justement, les imams que nous avons rencontrés, ou même encore Adja Khadija, estiment que c'est de l'intolérance. Alors, comment combattre cette intolérance? C'est dans ce reportage. Les porteuses du voile disent subir de temps à autre des insultes dans la rue. De plus en plus, elles dénoncent une assimilation à l'extrémisme et au terrorisme. Il ne suffit pas demander de poser le dossier, on les exige de s'habiller en tenue occidentaux.
alors que l'islam ne la permet pas. Donc si elle a foi, elle a l'amour de sa religion, elle est obligée de laisser ce travail, ou son patron, soit il accepte ainsi, soit elle laisse le travail, elle aille se chercher ailleurs. Tu ne dois jamais t'occuper de l'indépendance d'autrui. Nous devons travailler toujours unis. Savoir que celui qui porte la voile ne marche que sur l'objectif de sa religion. Si tu ne veux pas porter, le Cameroun est un pays laïque où chacun a droit d'exercer sa foi comme il le veut. Ce que je veux le dire, c'est que si quelqu'un vient chercher le travail, il fait n'importe quoi, regarde seulement son ampleur du travail. Est-il apte de te servir? Et fais-le travailler. Le port de voile n'a rien. Cette repulsion du voile entraîne un léger mouvement d'interrogation des femmes musulmanes. Il nous fait comprendre que porter la voile, c'est obligé à eux, mais ils trouvent ça autrement. Mais ils veulent savoir si l'islam a autorisé. Toutefois, on le constate, pour les non-musulmans, le port du voile est d'ordre culturel. Le respect d'autrui imposant de l'accepter tel qu'il est. C'est important et c'est bien pour les musulmans et c'est leur coutume. Je crois que c'est une question de culture. Et si tu es avec quelqu'un qui met le voile, tu ne dois pas l'empêcher de mettre le voile. Nous sommes ici au quartier avec tout le monde, nous sommes avec les musulmans qui sont habitués au voile. On ne doit pas les empêcher de mettre le voile, nous sommes ensemble avec eux. Aujourd'hui, les musulmans fustigent l'intolérance, prenant en exemple l'interdiction du voile intégral, avec pour conséquence l'adoption du style vestimentaire occidental. J'ai parti au marché acheter la viande. Arrivé au marché, un endroit qu'on appelle cordon rouge, j'ai vu tout le marché en effervescence. Les gens couraient de gauche à droite, on criait. Je me suis dit, mais qui est celui qui a mis tout ce marché en mouvement? Est-ce que moi j'ai cette force-là? Même si je commence à crier maintenant, on va souvent tourner et dire que mais il est devenu fou quand. Et quand j'ai avancé un peu, j'ai constaté que c'est une petite fille qui a mis tout ce marché-là en effervescence. Elle a porté quelque chose qu'on appelle collant branché. La qualité des choses qui étaient tellement serrées qu'après chaque pas, il faut qu'elle tire ça pour ne pas exposer ses cuisses. Et j'ai tenu mon porte-monnaie parce que dans ce cafouillage, bien des porte-monnaies vont être enlevés. Alors j'ai demandé à cette fille, est-ce que Dieu avait donné la capacité là sur le corps de cette fille pour qu'elle aide les bandits avec au marché? Pour sortir de cette spirale, un appel est donc lancé à l'endroit des chefs religieux. Il faut seulement que les chefs religieux, en particulier, dans leur prêche religieux, puissent parler à tout le monde que le racisme, le tribalisme, tout ce qu'on assimile à soi-même, c'est vivre dans l'ignorance. Il faut que ça cesse. Que ça soit musulman, chrétien, laïque ou n'importe qui. Dans le Coran, on parle de Christ. Si ce n'était pas ça, le prophète de Rasoul, là, ne pouvait pas accueillir les chrétiens à Médine. Le 1er février de chaque année, musulmans et non-musulmans sont invités. Alors, vous l'avez dit il y a un instant, on a assimilé le port du voile aujourd'hui à Boko Haram. C'est malheureux. Oui, mais c'est malheureux. Malheureusement. C'est malheureux parce que cela dénote d'une ignorance terrible. S'il y a même un mot pire que l'ignorance, c'est être ignare. D'accord. Alors, il ne faut pas être ignare. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous comprenez? Donc, les gens gagneraient à connaître ce que c'est que le port du voile, à savoir que le voile n'est pas arrivé avec l'islam, ça existait bien avant l'islam et dans différentes contrées. Donc, il faut respecter la façon de pratiquer d'autrui. Voilà. Et donc, il faut rechercher la connaissance. Le dialogue interreligieux a été institué pour cela. Donc, que les chrétiens gagneraient, les non-musulmans gagneraient à mieux connaître la religion des musulmans. Tout comme les musulmans également gagneraient à mieux connaître la religion des non-musulmans. Donc, Dieu nous a créés en tribus et en personnes différentes pour que nous nous entreconnaisions. C'est un verset du Coran. Alors, certains pensent que les chefs religieux ont un rôle important à jouer. C'est-à-dire que pendant leur prêche, apprendre aux gens comment être tolérant. Est-ce que ça pourrait marcher? L'islam est la religion de la tolérance. Dieu a dit point de contrainte en matière de religion. La ikra fi din.
c'est la tolérance par excellence. Amener quelqu'un à comprendre ce que vous voulez lui expliquer avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de doigté, avec beaucoup d'amour. Parce que ce que vous voulez comprendre, ce que vous voulez faire comprendre à autrui, faites-le avec beaucoup de... Et comment justifier les guerres que se font certains pays au nom d'Allah, justement? Il y a des fous partout, même chez les chrétiens. Quand la période des croisades, les croisés, hein, c'était des fous également à leur niveau. Ils ne comprennent rien à l'islam alors? Ils n'ont même d'abord rien compris dans leur propre religion. Donc, à plus forte raison en matière d'islam. Vous savez, à la période des croisés, vous savez ce qu'ils faisaient aux femmes? Ils leur mettaient la ceinture de chasteté. C'était pas des musulmans. Il y a des fous partout. D'autres estiment que les femmes doivent prendre patience. Pour... Ben, si elles sont stigmatisées, comme on l'évoquait tout à l'heure, elles doivent prendre patience. Prendre patience, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. De comprendre, de donner le temps aux autres de comprendre. Je vous pose la question. Oui, l'islam est la religion de la patience. Donc, nous avons pour devoir, lorsque quelqu'un stigmatise, de l'amener à comprendre. S'il reste bloqué, bon, on le laisse dans son blocage et on circule, c'est tout. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'aimerais savoir, si vous nous avez parlé tout à l'heure, lorsque vous êtes revenu, vous avez fait face à certains problèmes où on ne vous acceptait pas dans certaines entreprises parce que vous êtes voilée. Alors, supposons, je veux dire, est-ce qu'il est possible pour une femme musulmane de changer cette attitude-là, peut-être pour un travail, je veux dire, vous n'arrivez vraiment pas à trouver du travail, vous avez parcouru peut-être 10 entreprises, 20 déjà, où on vous impose, on vous demande d'enlever votre voile. Est-ce qu'il est possible d'accepter une telle situation? Ou alors vous vous dites, non, je préfère garder mon voile et rester au chômage? Ça dépend de chacun. J'ai une amie qui est aux Nations Unies, qui porte une perruque. Et pour elle, sa perruque, c'est son voile, c'est ce qu'elle nous avait expliqué. Donc, quand elle fait ses prières, elle enlève sa perruque, et quand elle rentre au travail, elle porte sa perruque. Elle dit, elle est obligée de faire comme ça, parce que bon, elle a une très bonne situation, et tout bon. Chacun vit sa foi comme il estime qu'il peut le faire en essayant de se rapprocher le plus de ce que Dieu a demandé. Je ne peux pas lui en vouloir. Vous en avez d'autres? Moi, j'ai dit niet. J'ai dit, pour rien au monde, je n'enlèverai mon voile. Une fois, j'ai fait un intérim dans une société. Quelqu'un est passé, puis il a fait marche arrière encore pour me voir parce que la porte de mon bureau était ouverte. Vous aviez enlevé votre voile? Non, j'avais mon voile. Alors, il a dû se dire, tiens, j'ai vu quelque chose de bizarre là. Alors, et puis finalement, vous dites, vous gardez votre voile. Oui, je garde mon voile. Et vous auto-employez? Oui, je suis chef d'entreprise, donc je m'auto-emploie. Je dois dire également qu'il existe des sociétés où il n'y a pas ce problème-là. Où vous voyez des femmes voilées qui évoluent bien, qui sont à des postes très bien, etc. etc. Vraiment, je ne peux que féliciter les chefs de ces entreprises-là et les remercier d'être aussi ouverts et compréhensifs. Alors, je voudrais ne pas poser cette question, ma très chère. Oui, moi également. Alors, il y a quelqu'un que nous avons rencontré également qui nous a fait savoir que de nombreuses femmes sont allées à sa rencontre pour lui demander si elles pouvaient ne plus mettre leur voile, ne plus porter leur voile. Vous en avez entendu parler? Est-ce que ça fait un pincement? Vous savez, hein, chacun ne sera jugé que sur ses devoirs. Moi, je ne serai pas jugée sur les devoirs de quelqu'un d'autre. Donc, mon devoir est de respecter le code vestimentaire que le Seigneur a demandé. Si quelqu'un ne respecte pas, je ne peux pas lui en vouloir. Je vais chercher à l'amener à comprendre que, bon, maintenant, c'est son choix. Moi, j'aimerais poser cette question-là parce que sinon, ça va me déranger. Nous avons rencontré une jeune femme qui ne voulait pas, qui avait une possibilité de pouvoir travailler dans une société brassicole ici même à Douala et qui disait que le fait d'être musulmane le lui interdisait. Pourquoi? Parce que la société brassicole produit de l'alcool. Or, le commerce de l'alcool, la production de l'alcool, la consommation, le transport même de l'alcool, la négociation, c'est interdit. Donc, par conséquent, l'argent qu'elle recevra sera de l'argent entaché d'illicité. Donc, par conséquent, elle choisit de ne pas y travailler. C'est pour ça que vous voyez peu de musulmans travailler dans certaines sociétés brassicoles.
Adia Khadija, nous allons vous dire merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous avoir édifié surtout. On espère qu'on aura un sujet tout aussi intéressant la prochaine fois. Merci beaucoup et salut à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Nous allons parler d'un tout autre sujet à présent, la fièvre Ebola qui sème la panique chez nous. Et donc les vendeuses de viande de brousse qui sont également aux abois parce que comme vous le savez, on apprend que la chauve-souris est réservoir du virus et donc chauve-souris qui transmet aux animaux, animaux qui transmettent aux hommes et donc on demande de ne plus consommer de la viande de brousse. Comment ça se passe chez ces femmes-là? On regarde. Au moment où les autorités sanitaires invitent les populations à s'abstenir de consommer la viande de brousse afin d'éviter tout contact avec le virus Ebola, les mécontentements des commerçants fusent. Je vends la viande sur qu'on t'a pas encore accouché. Tu comprends? Maintenant, vient les beaux singes que vous gardez dans les parcs, là, vous injectez là. Oui, vous venez maintenant que le singe qui vit en brousse, qui a son remède lui-même qui se soigne, que ça a la maladie, ça a quelle maladie? Ici là au Cameroun, on prie seulement Dieu que la maladie là n'arrive pas ici là. Ce n'est pas pour sur la viande, ce n'est pas sur la viande. Parce que des années, comme moi on m'a accouché sur la viande, il n'y a aucune maladie sur la viande. Sur le prions seulement Dieu que ça rend le Cameroun en paix. Il n'y a aucune maladie sur la viande. On a dit que les nylons, depuis qu'on emballait les choses sur les nylons, je n'ai pas trouvé la maladie. Maintenant c'est sur le singe. Avant c'était le poulet que c'est la grippe aviaire. Maintenant c'est sur la viande. Prions seulement Dieu que la maladie n'arrive pas ici au Cameroun. Ici, les vendeuses sont en colère et déclarent que c'est un mépris de leur activité. Seulement, on apprend que la chauve-souris est le réservoir naturel du virus. Le mammifère porteur sain peut contaminer singes, antilopes et autres. Toute proximité avec l'homme l'exposant au virus Ebola. Ces informations, cette ménagère dit en être avisée, mais pas convaincue. Du coup, elle est heureuse de son approvisionnement. Je viens d'acheter la viande de brousse et le singe. Depuis 2 semaines, je mange, je n'ai pas d'inconvénient. En principe, donc je ne trouve pas que ça n'a pas d'effet. Je trouve en principe que ça n'a pas d'effet. Ça coûte un peu moins parce que le tas était bon à 400, 350. Maintenant, bon, on me laisse 2 tas à 650 francs. Cette autre consommatrice de la viande de brousse assimile l'actualité autour de la fièvre Ebola à une autre qui a fait écho il y a quelques années. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que puisque quand on met déjà quelque chose dans la mamie, ça bouge déjà là. Je pense que même s'il y a un microbe là, ça va mourir. Oui, donc selon moi, c'est une façon de décourager les gens. Mais si on me donne ça même là, je vais manger. Je sais que non, Ebola n'a pas de sens, ça n'existe pas. Si c'était une maladie, c'est que peut-être tout le monde, avant qu'on le constate, les gens sont déjà morts. Ici, interdit de filmer. C'est un restaurant spécialisé. Comme à l'accoutumée, il ne désemplit pas. Mais comme vous pouvez le constater, la viande de brousse mijote dans les marmites. Les clients évoquent le virus Ebola, sourire aux lèvres. Malgré tout, le ministère de la Santé publique appelle à plus de vigilance autour des symptômes. La contagion est interhumaine, c'est-à-dire que ça se fait d'homme à homme. Et les liquides biologiques, les sécrétions, les excréments ou même la manipulation des corps exposent à la contagion. Voilà. Maintenant, il faut aussi savoir que le réservoir du virus, non, la pathologie infectieuse, le réservoir du virus serait les primates, d'où la notion de contagion à partir de contact avec les primates. Il n'y a aucun symptôme ou signe caractéristique ou spécifique à la maladie Ebola. C'est un tableau clinique qu'on rencontre dans la plupart des affections virales, ce qu'on appelle un syndrome pseudo-grippal, et le contexte épidémiologique. Donc, ils vont s'associer de façon non homogène des symptômes d'appel tels que les céphalées, la fièvre, une asthénie intense, suivi des signes digestifs de vomissement, de diarrhée aqueuse en fait, sans sel, faite de beaucoup de liquide, de couleur brun rougeâtre, des signes neurologiques à type de torpeur, en fait, le malade est un peu comateux comme on dit en général. Et puis, à la longue vont apparaître des signes en rapport avec des désordres multiviscéraux. En général, ce sont des hémorragies qui peuvent être digestifs. Hormis l'appel à la non-consommation de la viande de brousse, des mesures d'hygiène strictes doivent être appliquées. Éviter tout contact avec un sujet suspect. Ne pas manipuler
un corps décédé de façon suspecte, éviter de manipuler les liquides biologiques, c'est-à-dire le sang, la salive, les selles, les urines des patients suspects. Et respecter toutes les règles d'hygiène de base, ça veut dire se laver les mains, laver les aliments et boire de l'eau potable. En fin de compte, il est conseillé de faire appel au centre spécialisé de prise en charge si la situation sanitaire d'un individu inquiète. Alors, les vendeuses de viande de brousse ne savent plus à quel sens se vouer. C'est clair qu'elles se plaignent de ne plus du tout vendre, mais avec cette rumeur, il y a de quoi tout de même, non? Oui, et puis il y a interdiction de consommation de viande de brousse. Par pure précaution, nous attendions, parce que comme on sait que Ebola se transmet par le contact déjà avec la personne malade ou alors certains animaux comme le singe, les gorilles et tout, il faut faire attention parce que généralement la viande boucanée, on ne sait même pas de quel animal il s'agit. Alors, notre première actualité, c'est pas d'Ebola au Cameroun. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs démentis à ce sujet. Le ministre de la Santé publique qui a décrié la psychose entraînée par la rumeur des SMS et des réseaux sociaux. Un véritable tollé. Voilà, tollé qui annonçait donc des cas de victimes du virus Ebola au Cameroun, particulièrement le chinois de l'hôpital Lakintini. Et donc, les réunions d'information se multiplient. On apprend que des dispositifs de prévention sont mis sur pied. Et aujourd'hui, dans les aéroports, la situation sanitaire des voyageurs est scrutée afin d'éviter toute surprise. Et de toute façon, on nous rassure que le Chinois en question ne souffrait pas de la fièvre Ebola, mais plutôt de l'hépatite C ou B. Bon, on a entendu parler de malaria, ensuite hépatite. Donc, mais pas le gouverneur de la région du littoral nous a parlé d'hépatite. Donc, voilà. On s'en tient à cela. Et on va parler d'une autre actualité. Chantal Biya qui a envoyé un message à Michelle Obama pour la féliciter de l'organisation du forum spécial des conjoints en marge du forum Afrique-États-Unis. Et donc, les thèmes de cette rencontre portaient sur les cancers du sein et du col de l'utérus, qui font des ravages quand même. À dessein, justement, la promotion économique de la femme en Afrique et l'éducation de la jeune fille leader de demain. Ah, on va dire bravo à Machantou quand même. Alors, notre première dame souligne que les différentes communications ont montré que le développement durable en Afrique devra intégrer les programmes de santé, d'éducation et de formation des jeunes filles aujourd'hui pour le plein épanouissement des générations futures. Donc, oui, développement durable oblige. Et puis, ce fait de société, cet homme qui s'est suicidé pour faible performance sexuelle. Seigneur, le pauvre n'a pas supporté que sa femme lui reproche de ne pas être performant, comme, je ne sais pas, comme d'habitude ou... Ouais, comme elle l'aurait souhaité. Alors, il s'appelait Oumarou, il est mort à 43 ans, et donc il s'est donné la mort le week-end dernier, parce qu'il n'arrivait pas à satisfaire les désirs libidineux de son épouse. Et donc, cette dernière lui reprochait sa mollesse au lit, ça s'est passé à Yagua, et donc, dans le souci de revigorer ses organes de base, Oumarou a demandé conseil au docteur de la rue, et il a pris... des médicaments et donc finalement... C'était l'effet inverse. C'était l'effet inverse. Il a plutôt eu une nonchalance... confirmée, parce qu'à un moment donné, sa femme l'accusait juste de ne pas être à la hauteur. Mais lorsqu'il prend les médicaments, finalement, il n'a plus du tout de performance. Et la femme a dû lui dire, franchement, aujourd'hui tu es zéro. Et la suite, c'est qu'il n'a pas pu supporter cela. Voilà, il n'a pas pu supporter cela. Et pour mettre un terme à son calvaire, il a ingurgité un pesticide. Et il a rendu l'âme dès son arrivée à l'hôpital. Pauvre Maro. Bon, oui. C'est quand même une histoire assez tragique. On va sortir de cette actualité pour parler de Catherine Samba Panza qui demande de bloquer la route aux fauteurs de troubles en République centrafricaine. Et donc, la présidente de transition centrafricaine a fait cette déclaration à l'occasion de la fête nationale. C'était mardi dernier, mardi 12 août. Elle a par la même occasion dénoncé l'extrémisme de certains individus et elle souligne que sa transition est assez difficile, difficile transition politique dont elle a la charge et elle déplore un bilan négatif de ces années d'indépendance. Elle appelle à plus de vigilance contre toute manipulation. Donc c'était bon à souligner.
Voilà, donc rien à rajouter. Rien du tout, parce que là, il était, enfin, je ne veux pas dire il était temps, mais il est important qu'elle revienne de temps à autre à cette situation qui de plus en plus s'empire quand même de ce côté-là. Tout à fait. Donc, on va parler à présent d'une femme de Poigne, comme je l'ai dit. Et c'est un reportage qui porte sur une femme qui est propriétaire d'une laverie et elle-même s'exerce à laver les véhicules qui s'y trouvent. On regarde. Elle frotte avec vigueur, détrempe, passe le dernier coup d'éponge. C'est depuis 3 mois que Lisette s'exerce avec un enthousiasme certain à astiquer les véhicules qui se garent dans sa laverie. Lisette a commencé par gérer l'entreprise de sa sœur aînée avant de se lancer. Avant, ma grande sœur en avait une à l'Obaba. Bon, à l'époque, là, c'est moi qui gérais. Peut-être ça fait 2 ans ou 3 ans comme ça. C'est moi qui gérais là-bas. Donc, et puis même, mon domaine même, c'est la coiffure. Mais quand j'ai eu un peu d'argent, j'ai préféré parce que je m'y connais mieux là-dedans. Ça ne veut pas dire que je ne coiffe pas. Même ici, je coiffe toujours. Mais je sais ce que ça donne la laverie. Je n'ai pas ouvert ça comme hasard. Elle s'est mise à laver les voitures au fil de son activité. En manque d'employés, elle a voulu donner le ton. Quand j'ai ouvert la laverie au début, les laveurs, pour en trouver, c'était un peu difficile. Alors j'ai commencé à laver moi-même. À force de ma laverie, enfin c'est moi d'abord, j'ai commencé à laver, c'est ça qui a commencé à attirer la clientèle. C'est après que quelques laveurs ont commencé à venir. Au début, les gens se plaçaient de 2 côtés, là on me regardait. Et moi, ça ne me faisait rien, je savais ce que je voulais, tout simplement. De nos jours, elle a pu trouver de la main-d'œuvre, mais préfère toujours prêcher par l'exemple. Lorsqu'un véhicule s'arrête, c'est sur un pas alerte qu'elle se dirige vers lui pour en prendre soin. La touche féminine entraînant un penchant des clients. Il y a des gens qui garent là, tant que ce n'est pas moi qui lave sa voiture, lui il n'est pas satisfait. Et puis il y a aussi les jours que tous les laveurs ne sont pas là, comme aujourd'hui par exemple. Je suis obligée de laver. Au début, considérée comme une bête curieuse, Lisette désormais se présente comme un vrai manager. Notre idée reçue est bien une idée de l'Afrique parce que toutes les femmes le savent, une femme ne mange jamais le gésier. Alors, pour toi qui ne le sais pas, j'imagine que ma très chère, tu l'as aussi découvert. Maintenant, non, je le savais. Ah ben heureusement, tu as été avertie. Les traditions sont claires là-dessus. Une femme ne doit jamais manger le gésier, surtout en présence d'un homme. Cela peut encore être toléré s'il n'y a pas d'homme à côté. Ça veut dire que ce soit votre frère, votre époux, d'accord, vous pouvez vous le permettre. Mais s'il y a un homme à côté, jamais vous ne devriez essayer même de le faire. D'accord. Chez nous, sinon, voilà, que ce soit à Balengo, Bamena, c'est dans l'Undé, ou alors à Polo, c'est dans la Léké, à Nyambala, dans l'Ombam et Kim, ou encore à Ndom, c'est dans la Sanaga maritime. Une femme qui mange le gésier en présence d'un homme est irrespectueuse. Irrespectueuse, irrévérencieuse. Voilà. Et à l'Ouest, on pense d'ailleurs que c'est une affaire d'homme, le gésier. Oui. Oui. Si on parle de gésier, ça veut dire que c'est les hommes qui devraient pouvoir en manger. Chez les Étones, cela pourrait Donc en fait, quand on sert le repas, on le met au-dessus comme une oui, pour petite lui dire, fleur, voilà, une petite décoration. monsieur, c'est le chef de famille et c'est à lui que ça appartient. Tout à fait. Chez les Étones, on va plus loin, hein, on dit si jamais, toi la femme, tu prends l'habitude de manger le gésier, ça pourrait te rendre stérile. Je ne sais pas si c'est vérifié. C'est ce qu'ils ont dit de ce côté-là. N'essayez pas. Alors, chez les Sanangas, c'est un manque de respect notoire envers votre époux. Ne le faites jamais. Et ce qui veut donc dire... là, c'est super irrespectueuse, en fait. Ce qui veut dire donc, ma très chère, oui, que si vous préparez, mesdames, vous qui nous suivez en ce moment, vous êtes en train de faire votre poulet, assurez-vous que le gésier se retrouve dans le plat de votre mari. Sinon,
si le gésier ne se retrouve pas dans son plat. Parce qu'il faut préciser que dans le sud du Cameroun, c'est un véritable sacrilège que le gésier soit mangé par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce reportage, on nous a raconté l'histoire d'un couple qui a été complètement disloqué parce que la dame, elle a préparé, elle a fait du poulet et l'homme a cherché, fouillé dans son plat. Il n'y avait pas de gésier. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il a dit « je veux ce qui m'appartient ». La femme est repartie dans la marmite. Il n'y avait pas toujours de gésier. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait pris entre-temps. Alors, cela lui a valu un conseil de famille. On a invité toute la famille pour dire, parce que c'est synonyme d'un rival qui est quelque part derrière. Ça veut dire que si le monsieur n'a pas mangé le gésier, ça ne peut être que son amant à elle et son concurrent. Il fallait qu'elle explique où était passé le gésier. Et finalement, elle n'a pas pu expliquer et le monsieur est resté pendant 6-8 mois. Le problème s'est arrangé après 9 mois, avec des négociations de la belle famille et des excuses en plus. Pour dire que l'histoire de gésier, là, il faut faire attention. C'est pour l'homme et c'est pour personne d'autre. Eh bien donc, si vous ne le saviez pas, à partir d'aujourd'hui, retenez que c'est l'homme, c'est votre homme, que ce soit votre frère même, parce que c'est un signe de respect chez nous, vous permettez, vous servez et vous attendez que lui prenne, lui-même sait déjà que c'est pour lui, il se sert, et puis même s'il ne se sert pas, n'y touchez pas. Sinon, vous aurez à vous justifier. Voilà, ça peut vous valoir un conseil de famille interminable parce qu'il faudra justifier. Ce sont les ancêtres qui l'ont dit de toute façon. Voilà. Donc nous, on ne fait que retransmettre ce qu'ils ont dit. Donc n'essayez pas. Oui. Ça peut vous valoir d'interminables heures d'excuses, d'explications. Et donc ce n'est pas souvent assez facile. Ouais. Voilà. On va à présent regarder ce petit reportage qui porte sur... ces jeunes filles qui ont obtenu leur examen, une le baccalauréat, l'autre le probatoire. Comment ça se passe? Aujourd'hui encore, on prépare les fêtes. Je ne le savais pas, c'était par curiosité qu'on s'est dit on va faire ce reportage et puis finalement... C'est que en réalité, ce qu'on comprend ou on constate, c'est que lorsqu'on finit par avoir son examen, même si c'est après 2 ans ou 3 ans, on est tellement content de l'avoir que parfois, pour certains, il vaut mieux fêter ça. Alors pour celles-ci, elles l'ont eu du premier coup. On va regarder et on revient pour la conclusion. Après la proclamation des résultats des examens, certaines familles, malgré la conjoncture économique, ont prévu d'organiser un événement festif pour leurs lauréats. Je suis joyeuse, très très joyeuse, franchement, parce qu'avoir le bac, c'est pas facile. Après 1 an de peine, de souffrance, waouh, ça a été difficile. Mais à la fin, ça a été une joie pour moi parce que j'ai fini par obtenir mon examen. Donc, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je suis très émue par rapport à ça, très émue. Ici, la joie est grande. Tous les élèves de la famille ont été reçus à leur examen. Gisèle a obtenu son baccalauréat D, tandis que sa sœur cadette a passé haut la main les épreuves du probatoire IH. Après la proclamation des résultats, pour moi c'est une joie parce que ça a vraiment été difficile, un combat pour l'avoir. Et dans ma salle de classe, nous ne sommes que 3 qui avons eu cet examen sur 18 filles. Mon après-bac d'abord, moi personnellement, ça se fête. C'est d'abord la fête. C'est pas facile. De nos jours aujourd'hui, c'est pas facile de trouver les jeunes filles qui ont persévéré après les années passées pour reprendre les classes. Après les années passées, c'est pas facile pour une jeune fille comme moi de revenir à ça. Donc je fais d'abord mon baccalauréat, après je verrai ce qui va m'attendre. Les jeunes femmes, après l'élaboration du programme de la fête, songent à leurs futures orientations. Donc, on le sait, on organise encore les fêtes. Tout à fait. À l'occasion de la réussite d'un examen. La preuve, certains disent que c'est encourageant et puis d'autres, il y a même des parents qui organisent, qui font de très très grandes fêtes parce que l'enfant a eu l'examen parfois. Lorsque, je prends le cas d'une auditrice qui a eu le bac à 17 ans, quand même, ses parents étaient tellement contents qu'ils ont donné une fête en l'honneur de cet enfant. C'était un signe d'encouragement pour eux. Voilà. Merci, ma très chère. On se retrouve la semaine prochaine. Avec le même plaisir.
Au revoir. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre sujet. Ciao, ciao.